inspirations, on en a parlé, mais pour y revenir un moment, elles ne sont pas, en tout cas, nécessairement, d'abord, la source d'inspiration habituelle, des artistes qu'on côtoie en général aujourd'hui, qui sont plus par filiation justement avec cette grande histoire des artistes européens en particulier évidemment, le grand art classique, la Renaissance, etc. Alors tu ne la nies pas, tu ne nies surtout pas cet art-là, mais toi, ta source d'inspiration, encore une fois, c'est d'aller chercher ailleurs, et c'est d'aller chercher dans une imagerie comme ça, magique, archaïque, tribale. C'est ça ta source d'inspiration. Oui. Pourquoi ça ne t'intéresse pas finalement d'aller puiser au-delà des problèmes de religion, de renvoi à la mort d'une culture judéo-chrétienne, pourquoi ça ne t'intéresse pas d'aller chercher plutôt chez le Caravage, chez Titien, chez Michel-Ange, chez Raphaël, chez Piero della Francesca, des signes, des symboles, voilà. Tu ne te sens pas de cette filiation-là, ou c'est plus compliqué? Non, mais je me suis senti de cette filiation avant de partir aux États-Unis, mais maintenant il y a une rupture qui s'est créée entre l'Europe et moi. Et cette rupture, elle m'a permis d'aller vers d'autres horizons. Et d'ailleurs, tous les peintres américains voulaient se défaire de la culture européenne. Ils en sont sortis par le format, premièrement, le grand format. Et le problème de l'Europe, c'est aussi Picasso, parce que beaucoup de peintres... Picasso, il y a deux problèmes dans l'art contemporain du XXe siècle, c'est Picasso et Duchamp. Bon, alors, soit les gens font des copies de Duchamp, ils prennent un objet, ils prennent cette table, ils la font 10 fois plus grande, et c'est leur travail. Bon, tant mieux pour eux. Moi, à New York, j'ai vu des galeries, des moulages de blé noir. Il y avait 3 moulages de blé noir qui faisaient 4 mètres de long. Ok, mais personnellement, ça ne m'apporte rien. Et le deuxième problème, c'est Picasso, parce que dans Picasso, il a justement retrouvé cette énergie primaire, heureusement, qu'on le voit dans Les Demoiselles d'Avignon, pour la première fois pratiquement. Et donc, il faut vraiment se défaire de... Les artistes européens ont beaucoup de mal, surtout français, ont été complètement assommés par Picasso, c'est normal, c'est une grande énergie. Et heureusement, de vivre aux États-Unis, je n'ai pas été assommé par ces cultures. Et par exemple, on parle de Michel-Ange, tout ça. Donc, moi, j'ai été assommé par les cultures d'Amérique latine, parce que ça m'a subjugué. Et aussi les cultures asmates de Nouvelle-Guinée. Ces œuvres m'ont interpellé en ce sens que, souvent, je raconte cette anecdote, quand je vais au Metropolitan Museum, que je vois les statues asmates, les pôles asmates, je me dis, il y a peut-être, à cette époque, il y a peut-être 100 000 artistes à New York, et aucun artiste n'est capable de faire une chose aussi forte. Donc, il y a un problème, parce que moi, j'aime la force dans l'art. Bon, on a parlé de l'énergie, la force, c'est ce que j'aime. Et après, on retrouve cette énergie chez Basquiat, toi, par exemple. Mais un art sans énergie, ça ne me parle pas. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, parce que je suis passé par là, j'étais satisfait de voir ça, et puis après on passe à autre chose. Parce qu'il me semble qu'il y a une dimension de plus, pour moi, mais pour les autres personnes, il y a une dimension de moins. Et je vous emmerde, moi je pense que c'est plus fort. Mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que Jeff Koons, c'est le nouveau chaman de l'art contemporain. Peut-être. À savoir. Mais le jour où vous serez devant un vrai chaman d'Amazonie, il ne fera pas le poids. Parce que ces gens-là ont quand même un savoir plurimillénaire. Et c'est ce savoir plurimillénaire qui disparaît dans notre art quotidien. Et c'est ce que je veux réintégrer. À force, tu acquiers une connaissance anthropologique, on pourrait dire quasiment, de ces pratiques, de ces peuples, qu'on connaît donc assez peu, finalement, ou très mal, quand on les connaît. Est-ce que finalement, bon, du coup, on peut lire ton œuvre aussi comme une forme de travail anthropologique sur la question des énergies, de la beauté, de la vie de ces peuples, de ces cultures-là?
Est-ce qu'on peut y voir une forme d'anthropologie? Oui, mais une curiosité plutôt. C'est un cabinet de curiosité, mais pas au mauvais sens du terme, parce que je veux pas être européocentré et dire tiens, moi, européen, je pense que c'est assez bien. Cette image me plaît, elle me parle, donc je l'utilise, même si je ne connais pas sa signification. Tu cherches pas nécessairement la signification, oui. Je ne la connais Non. pas. Je ne la connais pas. Ça t'intéresse ou pas? Ça m'intéresse, mais j'ai des pistes. Mais personne ne peut avoir l'expérience d'un chaman. Tant qu'on n'a pas vécu sa transe, on peut en parler, mais ça reste toujours... Je viendrai sur l'exemple de George Catlin. George Catlin était un peintre américain, et grâce à lui, on a des écrits, il a écrit un livre là-dessus, de ses expériences dans les années 1860-70. Et donc il peignait ses peintures, mais le plus important ce sont ses textes qui décrivent les rituels indiens. Et les Amérindiens disent, bon, Catlin il nous fait chier, il n'a rien compris à la transe, bien qu'il l'ait vu, mais il n'a rien compris. Forcément, il n'a rien compris, il n'est pas de la même culture. Donc, mais malgré tout, on a des traces, parce que s'il n'était pas passé, on n'en saurait rien. Donc, je rends hommage à cet artiste qui a pris ses chevalets, qui a failli se faire tuer, parce qu'une fois, il avait peint un chef indien, juste la moitié du visage, et les autres Indiens ont vu ça, ils voulaient le tuer parce que l'Indien n'était pas complet. Donc il y a tout un rapport à l'image qui est différent. Et donc je rends hommage à cet artiste qui a dit, à ce moment-là, j'ai vécu ça et j'en parle. Ils auraient détesté le cinéma. Ils auraient détesté le cinéma, on découpe des corps. Oui, voilà. Oui. Mais ce sont des anecdotes qui montrent bien que chaque culture est particulière et qu'on ne peut pas partager l'expérience, des expériences fortes comme l'expérience de la mort. On ne peut pas en parler. Même les moines tibétains qui passent 60 ans à réfléchir là-dessus, on ne sait rien tant qu'on n'est pas mort. Bon. Un dernier terrain peut-être où on peut essayer de voir ton travail, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec l'identité. J'essaie de m'expliquer. Puisque tu utilises des signes dans ton travail qui sont en fait des signes sacrés pour des peuples, qui correspondent à des cultures précises. Comment tu perçois ce monde dans lequel les signes ne font plus signe finalement, alors que toi tu utilises des signes tous les jours dans ton travail, à ta manière, mais tu utilises ces signes. Il n'y aurait pas de signes, oui. Et ton travail n'existerait pas, là. La fleur de lotus, ça ne serait pas là. Oui, mais je l'utilise justement parce qu'elle a une signification quelque part. Moi, je veux un peu, oui, je suis un peu le gardien du temple quelque part. C'est tout. Je pense qu'il faut garder ses savoirs. Et de savoir qu'il y a des millions de langages, enfin des centaines de langues qui disparaissent, d'artistes qui disparaissent, ça me rend triste. Parce que ce qui est beau dans la vie, c'est la diversité, bien évidemment. Oui. Continuer de faire exister ces signes, bien même sûr. si on les utilise différemment. Oui. Bon, après, de les faire exister. Le problème, c'est que la culture se transforme en folklore dans toutes ces sociétés. Bon. Est-ce que ça a encore du sens? Oui, mais... Le kitsch. Le kitsch, voilà. Ouais. Mais la oui. Mais la manière avec laquelle je travaille, j'ai toujours ce sentiment de faire un rituel sacré. Bon, peut-être ça se ressent ou pas dans mon travail, peut-être ça fait que kitsch pour certaines personnes. On travaille juste du kitsch, comme tu dis, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais pas pour toi, en tout cas. Non, pas pour moi. Non, parce que j'y mets beaucoup d'intégrité et beaucoup de respect. Merci Jean-Pierre. Merci.